Donc, Martine, le thème de la conférence aujourd'hui est changer notre état d'esprit pour penser librement, gestion de la pandémie dans les pays fragilisés et dans le monde occidental, quelle différence? Donc, ma première question, Martine, pourquoi tu as choisi ce thème et quel lien tu fais entre les deux parties de ce titre, changer notre état d'esprit pour penser librement et différence entre la gestion de la pandémie dans les pays occidentaux et dans les pays fragilisés? Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème, en parlant déjà du premier thème, pourquoi j'ai choisi ce thème, changer notre état d'esprit pour penser librement? Parce que je pense que penser librement est une obligation pour un être humain dans sa vie, dans le bon sens du terme, dans ce sens que si nous ne pensons pas librement, nous ne sommes pas libres, tout simplement. Nous ne respectons pas nos besoins, et nous n'avons pas de clarté quant à notre vision de la vie, ce que nous voulons de notre société, ce que nous souhaitons pour l'éducation de nos enfants et comment nous voulons justement voir évoluer le monde. Donc, penser librement est une condition, est une des premières conditions pour que, d'une part, l'homme soit heureux, pour que, d'autre part, il soit conscient des choix qu'il veut faire dans sa vie, et enfin, pour que, grâce à cela, il puisse construire une société qui soit, je dirais, conforme à ses rêves, parce que nous avons tous des rêves, nous avons tous un idéal. Peut-être que dans des périodes où nous réfléchissons moins parce que tout va à peu près bien, nous ne pensons pas à nos rêves et à nos idéaux, mais en réalité, je pense qu'au fond de lui, l'homme a un idéal qui est très important, même s'il ne le voit pas, même si quelquefois il le compense avec un idéal matériel, mais cet idéal reste toujours au fond de lui. Et cet idéal va se manifester dans des moments peut-être plus difficiles, dans des moments d'épreuve, et dans des moments où il ne peut pas justement avoir cette liberté de penser qui va l'empêcher à ce moment-là, s'il n'a pas cette liberté de penser, cela va l'empêcher d'avoir une liberté d'agir. Cela va l'empêcher de se conformer à ses besoins, de demander ce dont il a besoin et évidemment qu'au bout du compte, il aura des frustrations. Donc, tu vois, Roselyne, à quel point il est important de penser librement parce que grâce à cette pensée qui va être libre, tout va découler en fait de se penser librement, alors que justement, si je ne pense pas librement, je vais me laisser influencer par des courants, par des conventions, je vais me laisser influencer par mes peurs aussi, hein, par mes difficultés émotionnelles. Et à ce moment-là, je ne peux avoir au bout du compte que des frustrations, que de la culpabilité et que de la colère envers ceux que j'imagine, envers les personnes que j'imagine qui m'auraient influencé. Alors qu'en fait, si je pense librement, je ne vais subir aucune influence ni de personne ni de situation, parce que j'aurai le courage de me regarder en face, de regarder quels sont mes besoins, de regarder ce qui est juste pour moi et pour les autres. Et je ne vais pas calculer ni comptabiliser les gens qui sont d'accord avec moi. Je vais faire ce que ma conscience me dicte, sans gêne, sans difficulté, sans peur, et surtout en pensant que si je suis juste, je peux faire évoluer la société, je peux faire évoluer le monde, que je peux rencontrer d'autres gens qui peuvent aussi penser librement et qui, de ce fait, se sentiront encouragés de penser avec moi, puisque je vais pouvoir donner l'exemple de cette pensée libre. Alors, en fait, il est vrai que penser librement, on va me dire: «Oui, mais c'est bien joli, mais comment, voilà, comment cela peut se pratiquer? Est-ce que c'est si facile que ça?» Heu, c'est facile à partir du moment où j'ai un état d'esprit adéquat, justement, hein. Pourquoi? Parce que d'abord, pour que je puisse penser librement, il faut que je prenne conscience de mes besoins. Donc pour prendre conscience de mes besoins, il va falloir que j'apprenne à me connaître, hein, tout simplement. Qui suis-je? Qu'est-ce quelle est ma personnalité? Quel est mon idéal? Qu'est-ce que j'aime dans la vie aussi, tout simplement, hein, même pour des choses toutes simples de la vie de tous les jours. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes dons? Vers quoi je voudrais me diriger aussi et comment je voudrais construire
ma famille, comment je voudrais construire ma communauté, comment je voudrais construire ma ville, mon pays, comment je voudrais voir évoluer le monde pour mes enfants et pour tous nos enfants qui vont venir sur la Terre. Et il n'y a aucune possibilité de faire cela si je n'ai pas fait un retour sur moi-même pour savoir justement qui je suis, quelles sont mais aussi mes programmations émotionnelles, parce que mes programmations émotionnelles, c'est simple, ce sera tout simplement ce qui, en moi, me conduit à avoir des peurs, me conduit justement à avoir des frustrations, à avoir des colères, tout simplement à souffrir, n'est-ce pas? Bon, avoir la peur de mal faire, la peur d'être ridicule, la peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être abandonné. Et vous voyez comme déjà ces phrases-là peuvent résonner à l'intérieur de nous, puisque qui dans notre société, ne serait-ce déjà qu'à l'école, en étant enfant, ne s'est pas dit un jour, je dois ressembler à mes petits copains ou à mes petites copines, je dois être habillée comme eux, je dois être coiffée comme eux, parce que si je me différencie, je vais être rejetée, je vais être mise à l'écart, je vais me retrouver tout seul, je vais me sentir isolée. Et donc, cet enfant va développer des peurs à l'intérieur de lui, de revivre la même situation plus tard. Et devenant adulte, il va reproduire le même schéma dans sa vie, que ce soit dans son environnement proche comme dans son environnement lointain. Alors, quand je parle d'environnement proche, ben, je vais parler de la famille déjà. Il va falloir ressembler à ce que la famille attend de moi, même si je suis diamétralement opposée à ce que me demande la famille, ce qui veut dire une vie perdue, ce qui veut dire une vie où je vais m'ennuyer, où je vais peut-être même souffrir, parce que je ne vais pas imposer mes besoins dans cette famille qui va me croire heureux alors que je ne le suis pas. Ensuite, je vais vivre la même situation avec mes amis, parce que je vais vouloir donner l'image de quelqu'un qui est bien, qui est à l'aise, qui est bien dans un personnage que je me suis créé, alors qu'en fait, je ne suis pas très bien dans ce personnage. Et ensuite, je vais reproduire le même schéma du point de vue social, c'est-à-dire que je vais accepter peut-être de me mettre dans des carcans, que ce soit dans ma profession, que ce soit en tant qu'habitant d'un pays, que ce soit en tant que faisant partie d'une église, faisant partie d'une communauté politique. Je vais peut-être me mettre là où il y a plus de monde, où on ne va pas me rejeter, où je ne vais pas faire partie d'une minorité qui pense différemment. Et est-ce que je vais être heureux? La question peut se poser, parce que je ne vais pas justement regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui me rend épanouie dans ma vie. Donc, voyez, tu vois, Rosine, à quel point cette question est importante et cruciale. Et pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard, parce que aujourd'hui, nous vivons dans une situation où il est très difficile de penser librement, parce que nous sommes sollicités de toutes parts par des idées contraires et par des affirmations aussi, d'une situation qui se répète depuis plus d'une année, où on a plusieurs justement manières de penser, que ce soit par exemple la science actuellement, puisque je parle évidemment de la situation sanitaire dans le monde entier, que ce que pense la science, ce que pense la médecine, ce que pensent ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, parce que dans notre société, malheureusement, le problème est là, c'est qu'on est toujours pour ou contre. Et quand on est pour, on n'est pas libre. Et quand on est contre, nous ne sommes pas libres non plus. Voyez, c'est à cela où je veux en venir. C'est que avoir une liberté de penser, ce n'est pas être pour ou contre, c'est être attentif et regarder à chaque instant de sa vie, à chaque moment, de savoir ce qu'aujourd'hui, la situation, est-ce qu'elle me convient, est-ce qu'elle ne me convient pas? Pourquoi me convient-elle aujourd'hui? Parce que justement, cette situation correspond à mes besoins et aux besoins de mon entourage. Mais peut-être que le lendemain, cette situation ne me conviendra plus parce qu'il y a eu changement, il y a eu évolution, et je dois avoir cette ouverture de me dire, mais ce qui me convenait hier ne me convient plus aujourd'hui. Je ne me trahis pas pour autant, je ne me remets pas en question pour autant, mais je m'adapte au fil du temps, je m'adapte aux événements et je vois ce qui est juste ou dans quoi je dois m'adapter et dans quoi je dois rester libre, parce qu'à ce moment-là, ça ne sera plus une adaptation, mais ce sera une obligation, ça sera un fardeau, ça sera une pression psychologique
que l'on me met sur le dos et que j'accepte parce que justement, je ne me donne pas la permission de penser librement parce que finalement, je vais penser en fonction du nombre de personnes en face de moi. Si la majorité pense blanc, ben, je vais penser que c'est juste, alors que peut-être c'est peut-être juste pour cette majorité-là, mais ça ne sera pas forcément juste pour moi. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce thème me paraît crucial parce que justement, tout le monde doit prendre position et souvent nous prenons position d'une manière émotionnelle et on prend position toujours d'une manière extrême. Et nous voyons en tout cas ici, chez nous, hein, je ne sais pas, vous allez me dire comment ça se passe chez vous, mais c'est vrai que chez nous, il y a les pour, par exemple, le vaccin, les pour voilà, se soigner d'une certaine manière, et puis il y a les contre. Il y a pour ceux qui veulent rester à la maison et rester enfermés et rester confinés, et puis il y a les contre. Alors les pour vont se soumettre et les contre vont descendre dans la rue pour faire des manifestations. Pour moi, qu'on soit dans une situation ou dans l'autre, ben, nous ne sommes pas justes. Pourquoi? Parce que il faudrait peut-être se poser cette question, vraiment, sincèrement, honnêtement. Faut-il que je descende dans la rue pour dire non alors que personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit? C'est vrai que dans l'absolu, personne ne vient chez moi avec une mitraillette pour m'obliger à faire quelque chose. Donc, pour moi, la seule obligation, ce serait ça. Hein. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je descends dans la rue pour me battre contre, ça veut dire que en fait, je suis quasiment comme celui qui s'est soumis avant, c'est-à-dire que je pense que je suis obligée de me soumettre ou d'aller me battre. Et finalement, c'est pas une cette attitude n'est pas l'attitude d'aujourd'hui, c'est l'attitude de toujours, en fait, chez l'être humain, dans notre humanité, c'est que on a toujours l'impression qu'il faut se battre contre quelque chose, qu'il faut se battre durement pour être libre, qu'il faut se battre durement pour être heureux. Mais d'ailleurs, on dit bien que la vie est dure. Je pense que dans le monde entier, dans toutes les langues, cette phrase doit se dire, doit se connaître. Mais en fait, non, la vie n'est pas dure. Nous faisons en sorte que la vie est dure parce que nous avons justement cet état d'esprit de croire que nous sommes libres que lorsque tout va bien finalement et qu'on ne peut pas être libre lorsqu'on se croit en danger. Je n'ai pas dit lorsqu'on est en danger, j'ai dit lorsqu'on se croit en danger. Voilà. Et la liberté de penser va nous permettre de sortir de cette peur, de sortir de cette espèce de carcan, de cette prison, où finalement je me dis, mais j'ai que deux possibilités, soit je me bats, soit je me soumets. Et là, évidemment qu'il y a de quoi être frustré, il y a de quoi être mal, avoir peur, parce qu'on n'a ni envie de se soumettre, ni de se battre. Pourquoi devrait-on se battre? On vient sur Terre pour être heureux, on vient sur Terre pour être ensemble, pour être solidaire, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et à partir du moment où on a une liberté de penser, on ne va faire ni l'un ni l'autre, mais on va décider que, à titre individuel, nous allons tout bonnement décider de notre route contre vents et marées. Et ce que nous avons décidé, nous allons le faire sans peur, sans colère, en sachant que la vie peut être avec nous et que nous pouvons visualiser que nous allons réussir. Et nous allons réussir parce que justement, nous allons mettre en place une situation qui répond à notre demande, puisque nous n'avons pas peur de ce qui va nous arriver, nous décidons ce qui va nous arriver, c'est différent. Hein. Et à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité d'attirer des situations conformes à ce que nous voulons, parce que nous avons tous les pouvoirs. Et même s'il nous faut de la patience, même si nous devons avancer lentement mais sûrement, nous allons réussir. Et c'est toutes ces années d'enseignement qui me prouvent que c'est une réalité, puisque tout ce que j'enseigne à tous mes élèves, vous connaissez mes élèves de la communauté de médiateurs, que ce que je dis aujourd'hui n'est pas une utopie, mais une réalité, que tout ce que nous redoutons, nous l'attirons, et tout ce que nous voulons, nous l'attirons également. Donc c'est à nous de faire le choix. Voilà. Mais vouloir quelque chose ne veut pas dire se battre contre autre chose. Ça veut dire y croire, ça veut dire avoir la foi, et ça veut dire faire ce que nous avons décidé parce que nous devons avoir le courage de faire ce que notre conscience nous dicte.
Mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur cette notion de courage. Parce qu'en fait, on s'imagine j'utilise ce mot de courage, mais en réalité, ça me gêne un peu. Pourquoi? Parce qu'en utilisant ce mot de courage, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on est en danger. Non, c'est juste mon imaginaire qui décide que comme je vais être en danger, il faut que j'ai le courage de décider pour moi et de faire ce que la majorité ne fait pas avec moi. Mais en fait, le courage, c'est simplement décider de le faire et de ne plus écouter notre subconscient qui a peur. C'est pas aller combattre un risque qui existe. En fait, le risque, la plupart du temps, est un risque zéro, il n'existe pas. C'est notre imagination qui, inventant ce risque, croit que nous allons vivre une épreuve. Et à ce moment-là, mon courage, c'est de me dire, allez, j'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est purement imaginaire. Alors, à partir du moment où je prends conscience de tout cela, de cette réalité qui est à l'intérieur de moi, ben, je vais simplement décider que je vais avancer vers ce que je souhaite, ce que je pense être juste, mais je n'aurai même pas besoin de courage parce que je serai en accord avec ce qui est évident à l'intérieur de moi et rien ne pourra m'arrêter parce que j'aurai foi en moi et je vais le faire aussi pour ma famille, je vais le faire pour ceux que j'aime et pour ce que j'estime être juste pour nos enfants de demain. Alors donc, voilà pourquoi cette notion de penser librement a une importance fondamentale, mais encore une fois, elle dépend de notre capacité de remettre en question notre tendance à avoir peur, notre tendance à fuir, notre tendance à imaginer des choses qui n'existent pas. Donc, elle dépend du fait de décider de me libérer de mes programmations émotionnelles pour cesser d'avoir peur et pour accéder librement à ce que je suis vraiment au fond de moi et à le suivre tranquillement, mais sûrement. Alors ça, c'était la réponse à la première question. Maintenant, ben, je pense que d'après ce que je viens de dire, vous avez compris la relation avec, voilà, avec l'autre question qui est comment gérer la pandémie, comment se gère la pandémie dans les pays fragilisés par rapport à la pandémie dans le monde occidental. Alors c'est vrai que cette question est aussi importante actuellement parce que j'ai la chance, grâce au travail que je fais avec vous, grâce à vous, ben, j'ai la chance, tu l'as dit Roselyne, depuis 10 ans, 3 fois par année, d'être en Haïti, d'être avec vous, de travailler avec la population, de vraiment connaître voilà, ce qui se passe vraiment dans la population, puisque mon travail n'est pas de hanter les ministères, mais d'être avec les gens hein, au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ce que je fais également en République démocratique du Congo. Et j'ai constaté, et je le constate encore actuellement, puisque même si depuis une année, je ne peux plus me déplacer physiquement pour faire mes missions, nous sommes quasiment tous les jours ensemble sur Zoom, sur WhatsApp, et nous travaillons encore plus qu'avant. Hein. Je crois que nous communiquons encore beaucoup plus qu'avant. Et je vois, d'après vos témoignages, que cette situation actuelle sanitaire, cette pandémie, se vit très différemment dans vos pays que dans les nôtres. Et je trouvais que c'était quand même important pour nous de nous pencher aussi sur votre manière de gérer les choses, parce que vous avez peut-être une expérience que nous n'avons pas, vous avez peut-être des qualités que nous n'avons pas. C'est quand même important de savoir que dans le monde, nous partageons des qualités différentes. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de curiosité de savoir ce qui se passe chez vous, alors qu'en fait, de mon côté, je n'ai entendu qu'une chose, en Suisse en particulier, c'est que à cause de la pandémie, les pays d'Afrique en particulier allaient avoir des épreuves incommensurables avec des morts à l'appel, hein, si je puis dire vulgairement, et que donc il fallait récolter de l'argent pour aller sauver les Africains. Voilà, moi, c'est la seule chose que j'ai entendue. Alors qu'en fait, il me semble quand même que nous avons quelques leçons à prendre de vous, et c'est pour cette raison que ce soir, je serais très intéressée de dialoguer avec Dr Geneviève Poitevien, que je remercie d'être avec nous. Ça me fait très plaisir de l'avoir avec nous et qu'elle nous parle de ses expériences et qu'elle nous donne son témoignage de médecin. Comment justement, vous médecins, vous gérez cette pandémie, vous gérez cette situation. Et je vous remercie déjà d'avance de nous donner toute votre expérience de haïtienne à nous,
habitants du monde occidental. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Et ça me donne l'occasion d'introduire à nouveau le docteur Geneviève Poitvin, comme je disais tout à l'heure. Elle est donc une interniste et radiologue. Elle a sa pratique privée en Haïti. Elle est à Pétionville, et en Haïti, et elle reçoit. À Port-au-Prince. Pardon? À Port-au-Prince. À Port-au-Prince, oui, ok. À C'est facile de savoir où se situe Port-au-Prince que Pétionville quand même. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. J'ai été trop précise, mais c'est Port-au-Prince. Pétionville est comme une banlieue, je pourrais dire, de Port-au-Prince. Donc, voilà, docteur Poitvin, on aurait aimé savoir votre expérience et quel genre de traitement vous faites, comment vous encadrez la population haïtienne. Je sais que vous et d'autres médecins qui ont la même ligne encadrez très bien la population. Donc, voilà, nous vous écoutons. Moi, je m'excuse. J'aimerais juste, Geneviève, vous poser une petite question juste pour le départ, parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir votre point de vue. C'est qu'au début de la pandémie, nous avons eu une intervention du président de la République française, donc ici je suis en Suisse, mais nous sommes très proches de la France, qui a dit nous sommes en guerre, en parlant du Covid-19. Alors, la question est celle-ci, est-ce que vous avez l'impression chez vous d'être en guerre et de devoir justement prendre les armes contre ce Covid-19, ou est-ce que vous pensez que finalement, il y a peut-être des moyens beaucoup plus doux d'enrayer cette pandémie au lieu de prendre les armes? Voilà. Donc, d'abord, vous dire bonjour et vous dire merci d'avoir accepté de m'avoir invité à partager avec vous une expérience par rapport à la pandémie, une pandémie qui m'a trouvé très concernée. Parce que peut-être avant même de commencer, je devrais vous dire que j'ai eu beaucoup de soucis parce que le pays a faible revenu avec pas beaucoup de difficultés. Et puis se dire, oh, cette catastrophe est arrivée sur la tête. Et donc, il fallait, et on a très vite compris en Haïti, je pense, la population haïtienne, comme nous autres dans le secteur de la santé, nous avons tout de suite compris que nous étions, comme nous sommes des insulaires, que nous étions à l'intérieur de notre île avec nos problèmes. Donc, ça veut dire que les solutions que nous devrions envisager étaient des solutions internes, des solutions locales. Est-ce que nous avons pris ça comme une guerre qui nous tombait sur la tête? Bon, c'était sérieux, hein, parce que de notre histoire des peuples est quand même émaillée de problèmes très sérieux pour lesquels nous avons dû faire face. Et donc, non, je ne pense pas. Les gens sont restés jusqu'à présent suffisamment détendus parce qu'une fois que la réflexion a été faite de dire que nous devrions avoir des ressources locales pour faire face localement, c'était clair pour nous médecins. Parce que est-ce que nous avions la possibilité d'avoir des tests à tour de bras? Est-ce que nous avions la possibilité d'avoir les médicaments, d'avoir tout ce matériel hyper sophistiqué dès le départ qu'ils avaient? Non, nous n'avions pas. Et nous n'avons pas baissé les bras. Et nous n'avons pas baissé les bras. Et je me rappelle que j'ai parlé à des confrères qui étaient très impliqués dans la lutte. Et puis, on s'est dit, de toute façon, c'est la clinique, donc notre contact avec les patients qui devrait nous aider le plus que possible. Ça veut dire que quelqu'un qui a un COVID avéré et on pense qu'il est en situation difficile, si on n'a pas le test, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. Et qu'on est en période de pandémie, donc nous savions que nous allons avoir à prendre en charge un certain nombre de patients. Et je dois vous dire que moi, en tant que professionnel de la santé, le choix était très simple, c'était très clair. Quel malade qu'il fallait hospitaliser, qu'il fallait mettre à l'hôpital, et quels étaient ceux qui devraient rester à domicile chez eux. Donc, c'était le choix. Donc, le premier choix, c'est un choix clinique qui traitait. Et une fois qu'on avait décidé de traiter, où le traiter.
Est-ce qu'on allait le traiter à l'hôpital ou est-ce qu'on allait le traiter à domicile? Alors justement, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. C'est la raison pour laquelle je vous coupe. C'est que vous avez dit de quelle manière nous allons le traiter, à l'hôpital ou à domicile. C'est-à-dire que pour nous, c'est complètement différent dans ce sens que personne n'a dit que les médecins devaient aller traiter les patients à domicile. C'est qu'on nous a dit, vous rentrez chez vous, si vous avez des symptômes, vous restez chez vous en quarantaine, éventuellement vous allez voir votre médecin, mais finalement, il fallait sortir de chez nous que lorsqu'on était dans une situation difficile. Alors que chez vous, ce que j'entends, c'est que vous avez pris en charge les gens qui étaient chez eux et vous vous êtes déplacé, d'après ce que vous dites, chez les gens. Voilà. Oui, déplacer chez les gens et aussi avoir des contacts, comme vous venez de le signaler par rapport, je pense que c'est une grande leçon aussi de communication aussi. Ça veut dire que par tous les moyens, OK, même si ce n'est pas habituel, mais donner la possibilité que les gens aient un professionnel de la santé, ou bien si c'était vous qui étiez le soignant, avoir la responsabilité du téléphone et d'appeler les gens et que les gens pouvaient vous appeler librement à n'importe quelle heure. Il y a eu des appels à 4 heures du matin, des gens qui étaient angoissés, qui pensaient qu'ils décompensaient, qu'ils avaient des problèmes respiratoires. Donc, il fallait répondre à ces gens-là, il fallait les rassurer, il fallait voir est-ce qu'il fallait, etc. Donc, ça nous a permis de créer, si vous voulez, moi, je pense, un lien beaucoup plus intense avec les patients à domicile. Moi, j'ai parlé de l'hôpital parce que très tôt, vu comment que ça se passait, moi, de ma pratique, je me suis rendu compte qu'on était très peu pourvu au point de vue hospitalier, puisque c'était une maladie nouvelle où les gens ne savaient pas, il fallait mettre en place des couloirs, donc les couloirs les gens vivaient très mal ce couloir vers les unités d'urgence de réanimation. Donc, il fallait être très sur ses gardes au point de vue clinique pour voir quel malade on allait faire subir ce traumatisme. Parce que je pense que c'est un traumatisme et qui a participé à la mort de ceux qui sont, à une grande majorité de gens qui sont passés par ces couloirs, même chez nous. Et tandis qu'à domicile, il fallait justement garder les gens moral, leur remonter le moral et rectifier les thérapeutiques, augmenter les doses ou les diminuer. D'accord? Donc, ça a été le premier choix. OK? Savoir que cliniquement, avec ou sans test, quelle décision qu'on devrait prendre. Est-ce que le patient devait aller à l'hôpital ou bien est-ce qu'on avait la possibilité de le garder, comment le garder à domicile? Et puis maintenant, les choix thérapeutiques. D'accord? Donc, de la même façon aussi, ça a été l'occasion pour nous, parce que bon, on a eu quand même pas mal d'écrits sur notre pharmacopée traditionnelle. D'accord? Il faut dire que nous avons vécu une épidémie aussi antérieurement, qui était l'épidémie de Zika, qui était assez poignante pour nous. Et on se rend compte, nous, dans le secteur de la santé en pratique libérale, nous nous rendons compte que la population haïtienne, pour des raisons diverses et variées, utilise beaucoup la pharmacopée traditionnelle. Donc, très tôt, je pense que je ne suis pas la seule. Mon expérience est une expérience minime par rapport à d'autres confrères qui ont fait pareil et avec d'autres certitudes que nous avons, même en dehors de la santé. Les Haïtiens ont utilisé largement, comme dans le cas du Zika et comme dans le cas d'autres pathologies également, leur pharmacopée traditionnelle. D'accord? Donc, ce que nous pourrions faire également ici, parce que dans tous les pays du monde, il y a une pharmacopée traditionnelle qui est à disposition. Et je pense. Et en fait, ça découle pour moi, en fait, je l'ai fait parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas le Zika, c'est pas la COVID qui m'a donné l'habitude. Je pars d'un principe de vie très simple. Je suis médecin interniste et cardiologue, c'est vrai, mais je dis que tous, nous sommes créés et tout ce qu'il y a pour notre bonheur est autour de nous. On a été créés avec. Par notre terre, autour de nous. Par notre terre nourricière. Voilà, autour de nous. Et je me suis rendu compte également, tout à l'heure, je vous parlerai de ce que j'ai utilisé, mais je me suis rendu compte également que dans ma prescription, je faisais des prescriptions et je prescrivais des médicaments qui étaient des médicaments, je vais dire, à base de thym. Mais pourquoi utiliser un médicament à base de thym alors que le thym existe dans les jardins, dans nos marchés, dans nos cuisines, etc. D'accord? Donc, là aussi, la réflexion a été faite. Bon, si les frontières sont fermées à ce point et que nous avons déjà des problèmes politiques assez importants, et des problèmes économiques assez importants, des problèmes sociaux, avec quoi soigner les gens?
Okay? Donc, il fallait faire le choix, il fallait décider. Et j'ai trouvé aussi extraordinaire que, comme je vous dis, moi, c'est une expérience parmi, je pense, d'autres confrères qui ont déjà publié leur expérience. On a eu la chance aussi que les biologistes qui travaillent sur la pharmacopée traditionnelle ont fait sortir pour, je pense, rendre le débat plus scientifique et professionnel, d'accord, des écrits qui nous ont permis de voir, effectivement, de corroborer si nous utilisons, quels sont les produits qui étaient à notre disposition en Haïti et quels étaient leurs effets. D'accord? Donc, nous n'avions eu qu'à choisir dans ces produits-là. Donc, tout de suite, je vais vous dire, si vous le permettez, moi-même, simplement, OK? J'ai toujours utilisé la pharmacopée traditionnelle, comme je vous ai dit, parce qu'on a beaucoup de soucis. Si les gens arrivent à acheter, je suis cardiologue, la liste des médicaments de cardiaque est assez impressionnante. Donc, s'il faut rajouter encore d'autres médicaments, c'est la croix et la bannière. Donc, j'ai toujours eu l'habitude, par exemple, du zinc, j'ai toujours prescrit du zinc à mes malades parce que il faut qu'ils soient en forme, il faut qu'ils se sentent bien. Donc, on utilise le zinc ou on utilise pour dormir. Qu'est-ce qu'on peut utiliser au lieu de prescrire un médicament dont probablement la personne n'aurait pas les moyens. En plus, même ceux qui sont des professionnels en train de travailler, hein, toutes les listes ne peuvent pas quand même être effectuées. OK? Donc, l'essentiel, OK, si on est obligé de prescrire certains médicaments, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Donc, j'ai eu l'habitude. Moi, j'ai choisi, comme effectivement, il y a eu ce travail très sérieux fait par quels étaient les produits qui existaient sur le terrain et quels étaient leurs effets, etc. Donc, moi, j'ai choisi un protocole très simple que je vais vous partager. OK? Donc, moi, je disais aux gens, écoutez, je vais vous prescrire 2 à 3 infusions en fonction de l'intensité des symptômes, 2 à 3 infusions par jour, 1 à 2 inhalations, 1 à 2 inhalations par jour. Tout dépendait des cas et des symptômes. D'accord? L'infusion, mon infusion a été une infusion classique, ça a été une infusion à base de gingembre, de cannelle, de thym. OK? Le matin, la pelure d'un citron, vu la vitamine C, à ne pas prendre le soir parce que la personne peut être en état insomniaque, ça arrive. OK? Donc, de préférer le citron le matin et d'édulcorer au miel, que la personne soit diabétique ou pas. D'accord? Donc, j'ai fait ça. Et pourquoi je l'ai fait au point de vue clinique, à quoi ça représentait pour moi? Est-ce que c'était par hasard que je choisissais? Non. Cette combinaison, premièrement, il n'y avait pas plus que 4 à 4. En général, la pharmacopée traditionnelle nous demande d'avoir 3 à 4 produits différents, pas trop, de ne pas trop en mettre. OK? Les doses aussi, il fallait que je les calcule pour les gens parce que j'ai eu quand même des complications, des gens qui avaient pris des médicaments en excès. Il y a notamment un patient qui a saigné et qui est descendu à 7 grammes d'hémoglobine sur un produit anticoagulant avec une propriété anticoagulante. Donc, ça veut dire que les faits ont leurs effets. Donc, il ne fallait pas empêcher aux gens de prendre les médicaments à trop forte dose pour avoir justement les effets secondaires de certaines substances. Donc, ma thérapeutique s'est basée sur, il y avait ce que je recherchais un effet anti-inflammatoire, un effet anti-thrombotique, anti-formation de caillots, donc pour dire plus vulgairement les choses, anticoagulant, je n'ai pas prescrit à dose anticoagulante parce que ce n'était pas le cas, parce que justement, il ne fallait pas que les gens aient des hémorragies. Il y a certaines substances que nous utilisons qui ont des propriétés antivirales, antibactériennes, il y en a qui ont des propriétés antibactériennes, et il fallait stimuler l'immunité. D'accord? Ce qui correspondait exactement avec l'allure clinique de la maladie. Puisque, en fait, la COVID, c'est une grippe banale, comme je dis, et ce n'est pas la première fois qu'on a des grippes infectées. La différence que j'ai remarqué cliniquement, enfin bon, ma déduction en analysant ce qu'il y avait, la COVID, c'est une maladie virale banale que l'on connaît très bien. Les enfants ont l'habitude d'avoir des problèmes à coronavirus. Mais celui-là, une fois qu'il rentre, en fonction du terrain où il entre, il entraîne un syndrome inflammatoire qui est massif. J'ai eu des syndromes inflammatoires approchant ce qu'on trouve dans les cas de cancer. OK? Donc, massif. Donc, il faut faire. Donc, il y a un syndrome inflammatoire qui est important.
La deuxième chose qu'il y a, donc il faut des substances à propriété anti-inflammatoire, même si la personne n'arrive pas dans ce stade-là. Donc, il fallait très tôt, dès qu'on avait décidé de mettre la personne sous le médicament, il fallait freiner le système inflammatoire. Donc, il y avait vous parlez d'allopathie ou bien toujours de méthode naturelle? La méthode naturelle, comme je vous dis, je vous répète encore, les objectifs de traitement, les plantes ont été choisis, les produits que moi j'ai utilisés, j'étais sûr que j'avais propriété anti-inflammatoire, antithrombotique, anticoagulant, mais disons antithrombotique plutôt, parce que je ne voulais pas avoir de problème, antiviral, antibactérien et stimulant de l'appétit, et stimulant de l'immunité, excusez-moi. Donc, c'était couvrir, si vous voulez, les aspects cliniques. Les quatre que j'ai choisis, les quatre substances naturelles que j'ai choisies, les 4 plantes, avaient ces propriétés-là. Donc, ça me permettait d'être confortable. Et comme je vous dis, en fonction de l'état clinique, je donnais 2 infusions, c'était la moyenne, 2 infusions pour tout le monde. Et puis, si la personne était un petit peu plus malade, je donnais jusqu'à 3 infusions par jour. Le thym est avéré, on connaît les vertus du thym pour le système respiratoire. D'accord? Comme je vous dis, je me suis rendu compte qu'antérieurement, je prescrivais des substances à base de thym, des médicaments à base de thym. Mes amis, pourquoi ne pas prescrire le thym? Donc, c'est pourquoi dans les infusions comme dans les inhalations, je mettais du thym que les gens respiraient et ça a donné des merveilles. Je dois vous dire que j'ai fait un petit contrôle rapide. Je peux dire que 98% de mes patients sont restés à domicile. J'ai eu 100% de recouvrement. 100%, ça veut dire que tout le monde est reparti dans ses activités et au bout du temps souhaité. Et j'ai eu aussi, je n'ai pas eu à mettre secondairement des patients qui étaient à domicile, je n'ai pas eu à les mettre à l'hôpital secondairement, comme quoi il y avait eu des complications secondairement. Et tout s'est bien passé, 100% de recouvrement, les gens se sont bien sortis, etc. Mais Alors, comme je vous dis, avec une attention particulière pour les gens aussi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut prescrire, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut. Mais la base du médicament avait ça. Tous mes médicaments. Donc, moi, ce que j'aimerais aussi donner comme chiffre, parce que c'est quand même important, c'est que Haïti aujourd'hui, et vous me direz si c'est juste selon vous, en Haïti, il y a environ plus de 11 000 habitants, c'est juste 11 000. Millions. 11 millions. Non, je raconte. 11 millions. Oui, 11 millions 503 000. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet comme chiffre pour le nombre d'habitants en Haïti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Oui, tout à fait. 12 millions. Voilà. Cela dit, en passant, ça correspond simplement au nombre d'habitants à Kinshasa, en RDC, hein, de la ville de Kinshasa. Et chez nous, nous avons environ 8 à 9 millions d'habitants en Suisse. Vous voyez à peu près les proportions. Et j'ai vu également que vous avez eu environ 12 000 malades, dont 245 décès, ce qui est vraiment un minimum. Hein. Je crois que vous êtes quasiment le pays où vous avez eu le moins de décès. Donc, je veux dire quand même, ça mérite une réflexion. Et pourquoi je souhaitais partager cela avec vous? Parce qu'en fait, justement, ce que je trouve déstabilisant en fait pour la population ici. Bon, moi, je ne me sens pas déstabilisée parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, parce que tous les traitements dont vous parlez, ça me parle entièrement. C'est exactement ce que je prends à titre personnel pour justement prendre soin de mon système immunitaire. Ce qui est un peu déstabilisant ici pour les gens, c'est que en fait, on ne leur parle que de la maladie. On ne leur parle pas de leur santé avant la maladie, on ne leur parle pas de prendre soin de leur système immunitaire, de renforcer ce système immunitaire, justement de prendre toutes les plantes dont vous avez parlé. Voilà, ici, en plus, nous avons la chance d'avoir des compléments alimentaires qui sont très faciles à trouver dans toutes les pharmacies, qui sont en vente, avec des produits de très bonne qualité.
Nous avons aussi des compléments alimentaires comme la vitamine C, comme la vitamine D, etc. Puisque nous, ici, nous avons beaucoup moins de soleil que vous, hein. Donc, c'est d'une importance fondamentale. Mais en fait, tout cela ne fait pas partie, je dirais, d'un protocole évident pour la population, parce que nous n'avons que les points de vue, la plupart du temps, de la science, et on ne nous parle que des symptômes de la maladie, du danger de cette maladie, des risques de mort. Et en fait, la seule alternative aujourd'hui qu'on donne à l'ensemble de l'Occident, c'est nous devons nous faire vacciner, autrement nous ne nous en sortirons pas. Je veux dire qu'il n'y a que le vaccin. Alors, vous voyez, c'est intéressant finalement parce que vous qui êtes un pays où de toute manière la population n'a pas les moyens de se payer le vaccin, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait très bien ici que nous n'ayons pas les moyens de nous payer le vaccin, comme ça nous penserions à autre chose, vous voyez. Finalement, nous avons des soucis de riches dans nos pays, parce que nous avons tous les moyens de nous payer des médicaments très chers, mais en même temps, pour moi, c'est notre prison, parce que nous n'allons pas chercher, comme vous, tout ce qui est à notre portée et tout ce qui est à notre portée financière, alors que tout est à notre portée de la nature. Tout ce dont vous parlez, vous prêchez une convaincue. Je viens d'un pays du sud de la France où le thym, nous n'avons qu'à nous baisser pour le ramasser partout. C'est un ingrédient qui est dans ma cuisine 24 heures sur 24. Je ne vis pas sans thym chez moi. Donc, vraiment, tous ces médicaments sont à notre portée. Enfin, pour moi, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des aliments qui soignent notre corps, qui nous maintiennent en bonne santé. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cela, justement, de pourquoi ici, nous ne prenons pas la science et nos gouvernements n'ont pas pris soin de nous dire prenez soin de votre santé avant d'être malade. Occupez-vous justement de prendre tout ce qui est à votre portée autour de vous, qui est à la portée de tout le monde, qu'on peut même acheter en pharmacie sans avoir d'ordonnance, hein, puisque les compléments alimentaires sont en vente libre, et on ne nous parle que de médicaments, que de risques, que de morts quelque part. Et ici, la population est sous pression parce que les gens ont peur. Et en même temps, depuis des mois, les gens sont confinés, vivent des situations très difficiles parce que les restaurants sont fermés depuis maintenant un certain temps. Il y a des gens qui font faillite parce qu'ils ne peuvent plus gagner leur vie, parce que le gouvernement décide pour nous que nous devons nous confiner. Alors, il est évident que, parce que c'est important que je le dise également, que tous les moyens de protection que nous avons, de se laver les mains, de respecter les distances, pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, je ne remets pas ça en question, hein. Des gens qui vont descendre dans la rue parce qu'ils refusent de se protéger, parce qu'ils refusent de mettre un masque, ça, pour moi, c'est bon, quelque part, c'est pas si important que ça. Mais le fait de nous dire que nous devons absolument nous faire vacciner pour enrayer cette pandémie, pour que nous puissions, nous, par exemple, professionnels, voyager, prendre l'avion. Nous avons aujourd'hui une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que si nous n'avons pas, bientôt, si nous n'avons pas un certificat disant que nous nous sommes fait vacciner, nous ne pourrons plus faire notre travail, nous ne pourrons plus nous déplacer en Haïti, etc. etc. Alors qu'il y a des moyens, je veux dire, ce n'est pas de l'inconscience que je dis, les moyens existent et je suis très heureuse de vous entendre, vous médecins, nous dire que nous devons vraiment vous écouter parce que vous avez une expérience que nous devons vraiment mettre en pratique chez nous. Et je pense que si le gouvernement ne le souhaite pas, si les laboratoires ont envie de vendre leurs médicaments, qu'ils le fassent. Mais nous, en tant qu'habitants de la planète, en tant que population, nous pouvons aussi décider de nous prendre en main et de faire ce que vous faites, voyez, avant justement de tomber malade et avant d'avoir besoin de ce vaccin qui, pour l'instant, est très aléatoire parce qu'on ne sait pas finalement ce qui résultera de ce vaccin puisque voilà, il est nouveau. On dit de toute façon qu'il va falloir le refaire parce qu'il va nous protéger un certain temps. Le vaccin ne va pas forcément, on peut continuer à être porteur parce que même si on a le vaccin, enfin on entend tout et rien dans cette situation alors que nous devrions juste ouvrir nos oreilles à la vie, à la nature qui nous tend ses mains, qui nous tend ses bras et qui nous tend tous les cadeaux qu'elle nous donne, que nous avons à notre disposition. Alors, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe et quels conseils donneriez-vous à la population occidentale pour qu'elle se prenne en main et qu'elle n'arrête d'avoir peur
et qu'elle puisse vraiment décider de sa vie. D'où le thème « Penser librement ». Oui, bon, c'est très difficile. C'est une question très difficile que vous me posez là. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons été formatés depuis des décennies à rentrer dans ce tunnel. La première chose, c'est très difficile. Je vais essayer de m'approcher un tout petit peu par rapport aux réflexions que nous faisons par rapport au vaccin. D'accord? Réflexions que nous avons partagées des collègues entre nous. Normalement, chaque situation clinique, nous avons été formés comme ça, chaque situation clinique, chaque situation épidémiologique, donc un petit peu plus large, mérite une solution adaptée. Visiblement en Haïti, nous n'avons pas la même situation épidémiologique que les États-Unis, que la France, que le Brésil, etc. Oui, mais Donc, parce que, par rapport au vaccin, attendez, juste pour répondre à ce que vous venez de dire, mais parce que nous avons vu la situation dans l'autre sens, vous comprenez? Je veux dire, c'est pas parce que finalement, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que vous avez réussi parce que voilà, parce que vous avez d'autres gènes ou Dieu sait quoi, parce que c'est ce qu'on entend aussi, vous comprenez? Oui, mais parce que je peux vous dire ce que j'entends comme réflexion. Oui, mais les Africains, de toute façon, ils ont eu la malaria, ils sont habitués, ils ont tout ce qu'il faut, ou ils n'ont pas les mêmes gènes que nous. Vous voyez, on arrive à se justifier à travers ça. Bien. Mais si justement je souhaitais que vous soyez avec nous, qu'un médecin haïtien soit avec nous, c'est parce que je sais comment vous fonctionnez, je sais comment vous vivez, je sais comment je vis moi ici et comment certaines personnes comme moi vivent ici de la même manière que vous d'ailleurs. Voyez, même si nous vivons dans un pays avec une science qui fonctionne différemment, avec de l'argent. Moi, depuis toujours, je me suis soignée avec les mêmes médicaments dont vous parlez. J'ai soigné mon enfant comme ça, j'ai soigné tout mon entourage et tous mes patients de cette manière-là. Donc, nous avons les moyens de nous soigner comme vous comprenez? Voilà. Donc, c'est juste, encore une fois, c'est juste un état d'esprit que nous devons changer. Et ce n'est pas une difficulté que nous avons que ce soit une difficulté matérielle ou une difficulté scientifique qui nous empêche de le faire. Parce que moi, je ne rejette pas la médecine, pas du tout. Mais avant d'utiliser des médicaments, nous devons étudier la nature. C'est juste une hiérarchie voilà, dans les besoins que nous avons. Et je pense que votre expérience est une expérience que nous pouvons partager parce que ce n'est pas votre expérience à vous qui est complètement différente de la nôtre. Moi, je vois que nous pouvons avoir la même expérience. C'est pour ça que je me suis permis juste de faire cette petite parenthèse dans ce que vous dites, parce que ne soyez pas trop modeste. Ce que vous faites, pour moi, est juste et nous pouvons également le faire. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Et Alors, c'est difficile. Tu me poses une colle. Oui, et Roselyne, qu'est-ce Docteur que Papier, il y a Marie-Claude Julcin, qui est en Suisse, qui a écrit. J'ai lu récemment un article sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui prévient que l'épidémie pourrait ne pas s'arrêter malgré la vaccination. Oui, tout à fait. Mais oui, mais si nous ne changeons pas d'état d'esprit, et puis c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cette vision des choses. C'est que tant que nous voyons les choses négativement, tant que nous avons un mauvais état d'esprit, tant que nous ne prenons pas soin de notre santé, parce qu'on n'a pas parlé non plus de se nourrir, on n'a pas parlé de ce que nous mangeons. Je veux dire, à partir du moment où la plupart de la population mange des McDonald's, mange des conserves, des produits congelés, font cuire leur nourriture dans des fours à micro-ondes, il ne faut pas s'étonner que notre système immunitaire, de toute façon, n'est plus à la hauteur. C'est ça. C'est que bientôt, nous allons devenir des êtres humains bioniques et nous ne serons plus des êtres humains. Mais justement, est-ce que ces êtres humains pourront vivre sur la Terre correctement? Je pense que non. Voilà. Donc c'est vrai que dans ce sens-là,
je comprends très bien ce que dit l'OMS, mais en même temps, si c'est pris au premier degré avec le subconscient de l'homme et ses problèmes émotionnels, ben finalement, on n'a plus qu'à se suicider parce qu'on va continuer à souffrir toute notre vie. Et c'est pas ça. C'est que si nous continuons à vivre mal, si c'est pas le Covid, ce sera autre chose. Je ne sais Ouais, pas si vous êtes d'accord. Vous voyez, c'est que bien. Non, voilà, il faut changer notre état d'esprit, il faut changer notre manière de vivre, il faut se vie, rapprocher de la nature, il faut se rapprocher les uns des autres. Il faut avoir de l'amour pour soi, etc. C'est un tout, en fait. C'est un tout. tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, je pense, les gens sont très inquiets alors c'est pourquoi je dis que c'est difficile de répondre à une telle question. OK? Pourquoi? Parce que on sent que il y a une non-volonté ou du moins, c'est trop simple ce qui nous arrive. Donc, vous avez répondu à la question. C'est bien. Merci. Je pense exactement la même chose que vous. C'est trop simple. Et c'est trop simple. Ouais. C'est trop simple, c'est vrai que ça ne... C'est trop simple, ça ne coûte pas assez cher parce que plus un médicament est cher, plus il a de l'impact sur notre santé, n'est-ce pas? Bon, je ricane un peu, mais c'est une réalité. Hein. Alors qu'en réalité, on a complètement oublié nos racines. Voilà. Nos racines, c'est tout ce que la terre nous offre, nous apporte. Je ne dis pas qu'il faut rejeter la médecine, qu'il faut rejeter. La chirurgie a fait des choses extraordinaires, mais avant tout ça, là, prenons soin de notre corps. Et pourquoi ne pas vous écouter, ne pas vous prendre comme exemple, parce que vous le faites et on voit les résultats. Hein. Et je pense que les Occidentaux devraient regarder de votre côté, aussi pour se rassurer. Moi, je n'ai pas besoin d'être rassurée, mais beaucoup de gens, vous l'avez dit, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ne savent plus à quel sein se vouer. Et je pense que c'est rassurant de savoir qu'il y a des petites choses qui sont à notre portée, en remettant en question notre vie, d'ailleurs, qui rendraient les gens bien plus heureux. Et d'ailleurs, on voit, il y a quand même des gens qui se remettent en question ici. Moi, je vois tous mes élèves que je viens de rencontrer la semaine dernière, avec qui j'ai échangé sur ce sujet. Et je suis très heureuse de voir que tous ces gens, justement, prennent des compléments alimentaires, on commence à prendre soin de leur nourriture, on commence à acheter des légumes biologiques, à faire leur jardin. Il y a toute une remise en question qui est en train d'être faite, mais elle devrait être faite par la majorité. Le souci, c'est que ce n'est pas fait par la majorité qui a peur et qui est en train de s'engouffrer dans cette espèce de vague d'angoisse et de médicalisation à tout prix, vaccin à tout prix, parce que c'est ce qui va nous sauver. Voilà. Oui, non, je pense. Et l'autre idée que je voudrais peut-être développer, la COVID-19, c'est pas la première grippe infectée que nous avons. Moi, je suis interniste depuis 25 ans maintenant. Nous avons eu l'habitude d'avoir des grippes infectées. Il y a deux soucis. Quand on regarde les statistiques répondent bien à ça. Effectivement, chaque année, nous avons des gens qui meurent de grippe, de surinfection bactérienne de leur grippe virale. C'est une grippe. Voilà. Donc, on fait ce qu'il y a à faire. C'est vrai que quand il y a une bactérie, il faut mettre des antibiotiques. La particularité qu'a le COVID, moi, c'est pourquoi il faut beaucoup rassurer les patients, parce qu'on leur fait croire que la mort est au bout du chemin, une fois que le diagnostic est fait, etc. Le souci que l'on a dans la COVID, je ne dis pas que je ne suis pas en déni. Je ne suis pas en déni, parce que comme je vous dis, il faut que je sache est-ce que je mets mon malade à l'hôpital ou est-ce que je garde à la maison. Donc, je suis obligé de réfléchir très justement. Mais quand vous regardez bien, la particularité de la COVID, c'est le virus qui, une fois qu'il rentre, avec les problèmes de comorbidité ou d'un problème de santé antérieur, qui va se mettre sur l'organe où il y a déjà un souci le plus souvent.
il augmente la virulence d'une bactérie que nous avons chez nous. Donc, que ce soit une bactérie pulmonaire, un pneumocoque ou autre, que ce soit une bactérie digestive, etc. La deuxième particularité du COVID qui doit nous faire très attention, c'est qu'on ne connaît pas le temps au moment où elle se met avec l'autre bactérie et qu'elle commence à donner des problèmes, les complications peuvent arriver très rapidement. Donc, c'est pourquoi les décisions de traiter doivent être précoces. Et voilà. On revient toujours à ça. Dès que on a la suspicion, c'est un patient qui est un contact, c'est quelqu'un qui a une comorbidité ou des comorbidités, la comorbidité peut être que l'âge, etc., il faut très rapidement que l'on prenne en charge cette personne. Il n'y a que ça. Une fois qu'elle est prise en charge, qu'elle est vue par un professionnel de la santé qui fait la part des choses et qui fait, il n'y a pas de problème. Elle est comme toutes les autres grippes infectées. Oui, mais vous voyez... Donc, moi, je pense qu'il y a un problème, excuse-moi, Oui. je pense qu'il y a un problème de je ne dirais pas de mensonge, mais de l'information qui est passée. D'exagération. D'exagération. Et dans une population haïtienne, on dit qu'elle a le déni, elle ne fait rien. Oui, elles font, puisque moi, j'ai eu on m'a fait le témoignage que, par exemple, dans les marchés, vous connaissez peut-être nos marchés, où il y a énormément de monde, où les gens sont là, etc., etc. On ne peut pas empêcher aux marchands de vendre, puisque c'est leur vie, c'est de ça qu'elles vivent. Elles sont là, côte à côte, en train de marcher. Alors, on m'a dit que dans un marché, on m'a donné le nom du marché, les marchands, qu'est-ce qu'elles se font? Elles se relaient. Qui fait les infusions pour la journée pour tout le monde? Aussi simple que ça. Oui. Aussi simple que ça. Donc, elles sont obligées d'aller travailler. Eh bien, bon, OK, nous sommes obligés d'être là. Eh bien, bon, nous allons prendre nos feuilles. Et puis, aujourd'hui, c'est toi qui organise les tisanes pour tout le monde, les infusions pour tout le monde. Demain, c'est ton tour. Demain, c'est ton tour. Et nous partageons, nous prenons nos infusions. Nous restons au niveau du soleil pour rendre nos articles. Et puis, bon, voilà. Voilà, et c'est ce qu'ils font en Afrique, en tout cas en RDC, où on fait on plante du moringa d'une manière intensive pour que tout le monde puisse boire leur tisane, etc. Et on est dans la même situation. C'est pareil. Voilà, c'est que oui, les gens sont malades, mais et même tout à l'heure, vous avez parlé de comorbidité. Moi, je trouve intéressant d'en parler d'une manière un peu plus approfondie. C'est que chez nous, quand on parle de comorbidité, ça fait encore plus peur aux gens parce qu'on est quasiment sûr que la personne va finir aux soins intensifs. Voilà. Alors que je pense qu'il y a quelques témoignages, peut-être, Roselyne, que tu pourrais donner aussi toi, tu vois, puisque je sais que tu as eu une opération très importante l'année dernière et que tu étais vraiment une personne à risque et que tu as autour de toi des personnes à risque. Donc, peux-tu nous donner ton témoignage là, de patiente? Avec plaisir. D'ailleurs, le docteur Poitvin est un de mes médecins qui m'a encadré. Au fait, j'ai donc subi une opération à cœur ouvert et mon mari aussi a été opéré. On a des conditions quand même assez sérieuses de santé. Et mon mari, au fait, a eu le coronavirus et moi aussi. Et j'avais été voir un pneumologue parce que j'avais une faiblesse au poumon. Et nous avons été soignés à la maison par des médecins. Enfin, le docteur Poitvin aussi, même si elle n'était pas directement, mais elle nous a encadrés aussi. Et on a été soignés précocement. Tout ce que le docteur Poitvin vient de dire, avec des thés, on a pris aussi des médicaments. Mais il faut dire aussi que depuis des mois, nous avions renforcé notre système immunitaire. Et je n'oublierai jamais que le docteur Poitvin était venu me voir chez moi. Elle est ma voisine, j'ai cette chance. Et après mon opération, à un moment où j'étais un peu angoissée quand même, et quand on a parlé du coronavirus, elle m'a dit, Roselyne, les Haïtiens prennent tellement de thé, alors on appelle les tisanes thé chez nous, que à ce moment-là, elle n'était même pas au courant de ce qu'elle sait maintenant. Elle a dit, les gens prennent tellement de thé que
moi, je suis sûre qu'on va contrôler cette maladie. Et c'est ce qui est arrivé finalement. Et ce que le docteur Paul Dweck pense, c'est beaucoup de médecins qui pensent comme ça en Haïti. Et c'est pourquoi je reviens quand même à l'état d'esprit qu'il faut développer, au concept de liberté et qui t'est si cher, et Martine, et que tu nous enseignes, que j'enseigne aussi depuis bientôt 7-8 ans, et à partir de ta philosophie, c'est vraiment, moi, ce qui me frappe de ce que j'entends de toi et de ce que j'entends encore du docteur Poitvien, c'est comment à côté, vraiment, à côté du côté médical, il y a tout l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, cette peur qui entraîne des stress terribles. Moi j'ai vraiment ça me touche de voir la quantité de gens qui se confinent, qui arrêtent de vivre parce qu'ils ont peur de mourir. C'est très grave. Donc, l'importance alors de ce changement d'état d'esprit à partir justement de notre liberté de penser. Donc, je vois que je fais le tour de la question et l'information justement et de bonnes sources peut nous aider aussi à développer un autre état d'esprit, nous apaiser, nous rendre plus sereins, ne pas avoir peur de cette maladie. Alors, je suis bien sûr, maintenant, nous vivons une situation encore différente ici, dans ce sens que les gens n'ont pas seulement peur, ne sont pas seulement chez eux parce qu'ils ont peur, c'est que la politique actuelle dans nos pays occidentaux, et en particulier en Europe, puisque je vis en Europe, c'est que en ce moment, nos gouvernements sont en train de fermer les frontières, les restaurants sont fermés, tous les magasins qui ne sont pas indispensables sont fermés. Donc, nous allons ajouter à la peur de la maladie, la peur d'être au chômage, la peur de n'avoir pas de travail, la peur de se retrouver en faillite parce que tous les petits magasins, les restaurateurs, tous les artistes qui font justement, qui travaillent dans la culture, sont tous depuis des mois ne peuvent pas travailler parce qu'on nous empêche de travailler. Donc, il y a aussi cette peur-là, c'est une peur matérielle de se retrouver sans rien. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui disent, mais moi, je suis en train de perdre ma dignité parce que comme on m'empêche de travailler, je dois aller mendier pour avoir de l'argent parce que les gouvernements disent nous aider. Mais d'abord, on ne nous aide pas toujours forcément parce que entre le temps où la personne arrête de travailler, ne peut plus avoir ses clients et quand l'argent du gouvernement arrive, c'est peut-être 3 mois, 4 mois et de toute façon, ça ne lui paye qu'une partie de ses frais. Donc, en fait, quand tu parles, tu vois, d'état d'esprit, Roselyne, c'est un état d'esprit multiple de peur, d'angoisse, de colère, d'insatisfaction, de frustration, de sentiment d'isolement parce que les gens aussi se sentent très abandonnés, se sentent seuls chez eux et on ne peut pas faire vivre cela à une population pendant des mois. Ce n'est pas possible. Et actuellement, on est en train de nous dire que ça ne va pas s'arrêter, que ça va continuer. Alors qu'en fait, nous sommes réduits à des adolescents, à des enfants qui doivent obéir, alors que justement, au contraire, nous devons rendre la population responsable en lui disant voilà l'état de la maladie, voilà ce que vous avez à disposition chez vous, pour l'instant sans avoir recours à la médecine. Ce que vous faites, et c'est la manière dont je vis moi. Moi, je fais partie de la population à risque, vu mon âge, hein, mais ça ne m'empêche pas de vivre, de sortir, ça ne m'empêche pas de travailler. Mais c'est vrai que tous les jours, je prends mes compléments alimentaires, je fais ce qu'il faut pour me protéger. Vous parliez de mal dormir tout à l'heure. Je prends du magnésium et je sais que quand je prends du magnésium le soir, je dors mieux. Donc, ça fait partie des choses de ma vie de tous les jours, mais que je prenais bien avant le Covid. Je veux dire, ça fait partie de ma vie, c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'aimerais dire aux gens aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur et prenez-vous en charge. Exactement. Mais d'ailleurs, je vois une similitude énorme. Actuellement, je le dis, c'est que ce que j'apprends à mes élèves, à mes communautés en Afrique. Parce que pourquoi je suis partie en Afrique? Bon, parce qu'on m'a appelée, mais en même temps, si j'ai accepté, c'est parce que mon cœur
m'appeler vers l'Afrique et vers Haïti. Et je suis partie avec le souhait d'apprendre à la population une autonomie matérielle et une autonomie spirituelle. Mais attention, que sommes-nous en train de faire ici en Occident? Nous sommes en train de perdre notre autonomie spirituelle et notre autonomie matérielle. Voilà. Donc, finalement, nous ne devons pas... nous voulons aller sauver les pays fragilisés, mais en fait, nous allons nous trouver dans la même situation qu'eux, parce que nous n'avons pas la sagesse de comprendre que nous avons à l'intérieur de nous une force qui nous permet d'être en bonne santé, qui nous permet de nous prendre en charge, qui nous permet de faire ce que nous devons faire, tout en ayant un plus, c'est vrai, avec une pharmacopée, avec des chirurgiens, avec des hôpitaux, que même vous n'avez pas, donc on devrait se faire encore moins de soucis chez nous. Hein. Et alors qu'en fait, nous sommes en train de se replier sur nous-mêmes, et ce repli sur soi enlève la solidarité aussi, parce que ça aussi c'est un problème, c'est que les gens s'isolent les uns des autres, parce que pour finir on s'oublie, et puis à force de rester chez soi, ben, on y reste encore plus, et on ne voit plus personne, alors qu'en réalité rien ne nous conduit à fonctionner de cette manière, à vivre ainsi. Et justement, Roselyne, pour renforcer ce que tu disais, c'est que les gens ici sont confrontés à différentes peurs, pas seulement la peur d'être enfermés, mais la peur de ne plus pouvoir s'en sortir, la peur de se retrouver sans argent, la peur de tout perdre, la peur de se retrouver sans travail, etc. Donc il y a de multiples peurs qui font que on ne peut pas se soigner d'une maladie si notre état d'esprit est déjà malade. Alors, justement, il y a Vladimir Julien qui suit d'Haïti et il a écrit « Si la COVID-19 serait un signe du apocalyptique, pensez-vous qu'on va trouver une solution médicale à cela ?» Alors déjà, pourquoi parler d'un signe apocalyptique? Puisque c'est d'ailleurs le Geneviève Poitevien, donc notre médecin qui est avec nous, vient de le dire. Il y a eu de multiples pandémies, il y a eu de multiples... Voilà, mais de toute façon, toutes les années, la grippe tue, on le sait, voilà. Il n'y a pas que la grippe qui tue, l'alcool tue aussi, on n'en parle pas. Le tabac tue aussi, on n'en parle pas. Ce n'est pas pour autant que nos gouvernements ferment les usines de cigarettes. Hein. Elles restent ouvertes, elles continuent à travailler, à gagner de l'argent, même de temps en temps à aider à devenir humaniste et à donner de l'argent pour aider l'humanité, pour se déculpabiliser. Donc tout ça continue à exister. Donc pourquoi parler d'apocalypse, n'est-ce pas? Alors, si on veut utiliser ce mot, utilisons d'une manière symbolique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire une apocalypse positive, à savoir, en remettant en question notre manière de vivre, nous allons supprimer ce qui est inutile dans notre vie et nous allons créer à la place une vie de bonheur, de solidarité, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour pour la vie. Et nous allons évidemment à ce moment-là supprimer tout ce qui nous fait du mal. Et c'est cette remise en question que nous pouvons appeler comme nous voulons, révolution, peu importe. Mais il n'y a aucune pour ceux qui croiraient pour ceux qui auraient cette vision, il ne faut pas s'imaginer qu'actuellement Dieu est en train de se dire ah, ces humains, qu'est-ce qu'ils sont méchants, on va les punir parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas obéi à mes injonctions. Ça n'existe pas pour ceux qui croient en Dieu, puisqu'on parle de Dieu comme un être puissant et bon. Voilà, comment peut-il faire du mal à ses enfants? Ridicule. Donc l'apocalypse n'existe que dans l'imaginaire des gens qui ont peur. Et si aujourd'hui les gens ont tellement peur, il faut quand même le dire. Je le dis avec beaucoup de compassion pour les gens, mais en même temps, réfléchissez à votre vie. Si vous avez peur aujourd'hui, c'est que vous avez déjà eu peur hier. C'est que vous êtes né avec cette programmation émotionnelle qui est la peur, la crainte, la méfiance, le doute, l'hésitation. Donc aujourd'hui, profitons de l'occasion de soigner nos peurs, de soigner notre âme pour que justement notre corps puisse se régénérer. Parce qu'à partir du moment où je soigne mon âme, je crée des énergies positives, je me protège également. Donc
Vous savez, je veux dire, moi, depuis que je suis née, j'entends à des périodes bien définies. En l'an 2000, on nous a prédit la fin du monde. Alors aujourd'hui, est-ce la fin du monde parce qu'il y a la Covid? Non, c'est la fin. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit la fin d'un monde. La fin d'un monde superficiel. La fin d'un monde qui ne regarde que les symptômes et qui ne voit pas les causes. La fin d'un monde qui ne se rend pas compte que même si nous sommes des adultes et que nous devons gagner notre vie, nous pouvons être des poètes, nous pouvons avoir un idéal, nous pouvons avoir de l'amour. Voilà, c'est ça la fin d'un monde, c'est ça. C'est que laissons tomber toutes ces idioties que notre subconscient met en avant en nous racontant des histoires, en nous disant qu'il faut vivre d'une telle manière, il faut ressembler à tout le monde, il faut avoir des conventions, il faut avoir des a priori, il faut se méfier de son voisin, il faut être raciste, parce que le raciste, ça aussi, c'est une maladie, n'est-ce pas? Et c'est toutes ces maladies-là qui rendent malade notre corps. Alors, si nous voulons finir, si nous voulons croire à la fin du monde, eh ben, finissons ce monde de superficialité, d'égoïsme, de lâcheté, et ouvrons un nouveau monde d'amour où automatiquement, ben, nous ferons ça sera plus l'apocalypse, ça sera un feu d'artifice de bonheur. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et nous avons le pouvoir de le faire. Nous avons le pouvoir. Alors, je profite de saluer notre frère, le docteur Hervé Soso, qui est membre de la communauté depuis Kindu et qui la province de Maniema à l'est de la RDC, de la RDC et oui. qui est avec nous et qui nous a salués. Et il y a d'autres questions. Et Martine Chandler, qui est en Haïti, qui demande comment séparer. Alors, elle a deux questions. Comment séparer croyance et liberté de pensée? Et une deuxième question. Une des leçons que... Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Alors, Martine, on répond à ta question. Comment séparer croyance et liberté de pensée? Alors, en fait, il n'y a pas besoin de faire de séparation. Parce que la dépendance, parce qu'on parle de liberté de pensée, si nous n'avons pas de liberté de pensée, ça veut dire que nous sommes dépendants. Ça veut dire que nous nous laissons influencer par des courants de pensée. Alors, la question la plus intéressante, c'est de comprendre pourquoi nous nous laissons influencer par des courants de pensée. Est-ce que les courants de pensée sont tellement forts que nous ne pouvons résister? Est-ce que les courants de pensée sont tellement puissants et ont tellement de pouvoir que nous ne pouvons y résister? Ben non, pas du tout. En réalité, à partir du moment où je viens au monde, moi-même, j'ai un courant de pensée à l'intérieur de moi qui est fait de par ma configuration. Donc, à l'intérieur de moi, va se passer évidemment des dualités entre ce que j'appelle moi la conscience, c'est-à-dire tout ce qui est bon à l'intérieur de moi, qui me fait du bien, qui me fait comprendre ce qu'est la vie, et mon subconscient qui lui est programmé d'émotions et qui deviennent à la longue des séquelles émotionnelles parce que je vais, à cause de ces programmations émotionnelles qui sont avec moi à ma naissance, je vais attirer des situations qui sont mon miroir, qui sont conformes à ce que je redoute et qui sont conformes à ce que je pense. Bien. Alors en fait, les courants de pensée, qu'est-ce que ça consiste en quoi? Ça consiste une convention, puisqu'on a parlé de convention, on peut parler d'a priori. On va toujours se rendre compte que à partir du moment où il y a une convention, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'habitants sur la planète qui dépasse en général la moitié, c'est-à-dire qu'on est dans plus de 50%, où tout le monde va penser la même chose parce que tout le monde éprouve les mêmes programmations émotionnelles. Mais attention, on peut aussi créer des conventions, on peut changer les choses, on peut créer des conventions qui sont magnifiques, qui sont positives, qui sont des courants de pensée évolutifs, n'est-ce pas? Bon, mais actuellement, dans notre société, vu l'évolution de nos sociétés actuelles, ben, pour l'instant, ce sont des programmations émotionnelles, ce sont nos subconscients qui prennent le dessus parce que nous les regardons trop, parce que nous croyons trop, nous les écoutons trop, alors que ce ne sont que des habitudes de fonctionner. C'est que l'enfant vient au monde avec ses peurs, et évidemment que comme il a peur, il va attirer des situations qui lui donnent raison finalement. Ensuite, il va attirer des personnes qui pensent comme lui, parce que c'est la loi de la vie, c'est comme ça. Nous attirons ce qui nous ressemble et nous attirons
ce qui est complémentaire à ce que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, si j'attire des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire que je vais naître en tant qu'enfant dans une famille où mon père ou ma mère ont des peurs également. Ils vont peut-être pas forcément avoir les mêmes peurs que moi, ils ont des peurs également. Et comme je les regarde fonctionner, je vois les peurs, donc quelque part, ça va me rassurer parce que j'ai peur et eux ont des peurs, donc je peux continuer à avoir peur. Et de génération en génération, en fait, nous arrivons à nous convaincre que nous avons raison d'avoir peur, que nous avons raison de nous méfier, parce que se méfier, c'est être prudent, et se méfier, c'est se protéger. Alors qu'en fait, non, se méfier, c'est justement se mettre dans une situation de risque, parce que j'ai tellement peur d'attirer des situations ou des personnes qui me font du mal, que je vais le faire. Alors, pour répondre à la question, pour que nous soyons libres justement de ce fonctionnement, nous ne pouvons faire qu'un travail individuel parce que c'est là où c'est la réalité de la vie, c'est que ça appartient à chacun de nous. Et heureusement, ça veut dire qu'en fait, nous ne pouvons pas influencer les foules. Nous pouvons proposer une éducation aux gens. Nous pouvons proposer un enseignement pour la paix. C'est ce que j'appelle l'enseignement pour la paix. Et cet enseignement pour la paix, il est aussi indispensable chez nous que chez vous. Il n'y a pas un seul pays qui doit y échapper. Ce n'est pas possible. Parce que l'enseignement pour la paix, c'est déjà apprendre à une personne à être en paix avec elle-même, à être réconciliée avec elle-même, à ne plus avoir peur de ses propres réactions, à ne plus avoir peur des réactions des autres, à ne plus avoir peur que la vie lui apporte des épreuves. À partir de ce moment-là, elle est libre parce qu'elle est libre de ses propres émotions. Et à la limite, les émotions qu'elle va avoir, elle va les regarder, elle va les constater, mais elle ne va pas se laisser influencer par ses propres émotions. C'est ça le début de la liberté. Alors, essayez de vous imaginer un individu qui fonctionne comme ça. Il a une telle clairvoyance, il a une telle clarté face aux événements. Il a pas, que pour lui, c'est une évidence que il sait que à chaque problème qu'il va rencontrer, il va trouver une solution. Et donc, il ne va plus rentrer dans cette espèce d'inconscient collectif apeuré où tout le monde crie la même chose alors qu'on ne sait même pas pourquoi on crie, mais on répète ce que nous dit notre voisin. Ben, c'est l'effet mouton que nous connaissons tous. Et à partir de ce moment-là, il est évident que nous allons croire que nous sommes influencés par les conventions de la société et que nous ne sommes pas libres. Mais en réalité, la première personne que je dois libérer, c'est moi-même, parce que je dois me libérer de mes propres croyances, de mes propres peurs, de mes propres difficultés émotionnelles, les regarder de haut. Et à partir de ce moment-là, je ne serai plus du tout influencée par les conventions de la société. Et je ferai mes choix sans colère, sans provocation, pas seulement pour provoquer en disant « moi, je suis différent des autres ». C'est pas important ça. Mais je le ferai parce qu'en mon âme et conscience, je sais que c'est bon pour moi et que ça ne fait de mal à personne. Il faut avoir une liberté sereine en fait, une liberté tranquille, pas une liberté provocatrice. C'est pas ça, je veux dire. C'est pas important tout ça. Voilà. Donc pour répondre à cette question, c'est que nous ne pouvons passer que par un travail individuel pour pouvoir sortir justement de ces conventions, de ces idées reçues et pouvoir penser librement. Ok. Alors, il y a Sigolène Béchetoy Pango, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est très bien. Et je pense que la question va au docteur Poitvin. Côté pragmatique, pouvez-vous donner une recette précise de thé tisane, eau bouillante, plus un brin de thym frais, un gros coupeau de gingembre, plus quoi? J'ai entendu 4 ingrédients, plus un sachet Earl Grey, base de thé. Le zinc se trouve sous quelle forme? Merci. Voilà, donc elle veut les recettes miracles. Bon, je vais donner une recette, la mienne, tout en sachant qu'il y en a d'autres. Mais OK? apparemment, pour nous, elles sont miracles. Bon, tout en sachant qu'il y a d'autres. Bon, moi, j'utilise le premier élément que j'utilise, c'est du gingembre. D'accord? Le gingembre, je demande aux gens de prendre 1 centimètre de gingembre. Pas trop. Pas trop. Et parce que souvent, les gens ont l'habitude de prendre une racine longue comme ça. Donc, c'est pourquoi c'est plus facile. Je dis votre phalange. Donc, ça équivaut à peu près à 1 centimètre. Et le gingembre, qu'il soit épluché ou non, il est bon. On peut l'utiliser épluché ou pas.
Comment j'ai demandé aux gens de préparer leurs infusions? Donc, le gingembre, c'est ça. D'abord, les dosages. Le gingembre. La cannelle, ça dépend de sous quelle forme que vous l'avez. Est-ce que vous l'avez sous forme cannelle moulue en poudre ou est-ce que vous l'avez sous forme de bâton? Les deux. Et donc, si vous utilisez le bâton, je dis aux gens, vous prenez un bâton, pas plus que 2 bâtons. D'accord? En général, j'utilise la cuillerée à soupe pour les infusions. D'accord? Donc, une cuillerée à soupe. Ensuite, De cannelle. on a aussi de la quantité d'eau. J'y reviendrai. Mais bon, le basique pour 1 litre d'eau. OK? Et ensuite, donc, le thym, c'est du thym frais que je demande aux gens d'utiliser, mais ça dépend aussi. Vous pouvez utiliser du thym en poudre, Séché. du Ou thym séché. séché. OK? Nous l'avons sous forme de feuilles, des petites feuilles de thym, des petites branches. C'est une petite plante très, très gracile. Donc, je demande aux gens de prendre 3 à 5 branches de thym. Ce sont des petites branches toutes petites. D'accord? Et pour le citron, j'ai déjà dit, c'est surtout le matin à cause de la vitamine C pour empêcher de dormir. Donc, surtout le matin, moi, je conseille de prendre la pelure d'un citron entier, de citron vert. D'accord? Alors, nous avons surtout du citron jaune. Du citron vert, mais je pense que le jus du citron peut être utilisé aussi. Ça, c'est le zeste du citron, mais le jus de citron peut être utilisé aussi. D'accord? Moi, j'utilise les deux. J'utilise le citron avec la peau. Oui, c'est possible aussi, parce que pourquoi je dis ça, pourquoi je parle de la peau, parce que en termes de produits naturels, les principes actifs se trouvent souvent Sous la peau. sous la peau. Donc, en fait, il ne faut pas perdre la peau. OK? Donc, pour ça, et comment je demande aux gens de faire, ils mettent leur litre d'eau. Bon, il y a des gens qui veulent faire pour toute la maisonnée, donc ça peut être 1 gallon aussi. OK? Donc, à ce moment-là, il faut augmenter, il faut doubler les ingrédients. OK? Vous mettez à bouillir. Une fois que l'eau bout, vous déposez vos ingrédients dans l'eau et vous ne les laissez pas. Donc, il faut faire une infusion et non une 10 décoction. minutes. 5 à 10 minutes. Les gens laissent trop. J'ai eu des gens qui ont eu ce ne sont pas des infusions encore, ce sont des, comme je leur dis, ce sont des bouts de plantes. À ce moment-là, il y a des risques d'avoir effectivement des effets secondaires. Mais utilisez comme ça, vous n'avez pas besoin. Les gens pensent que si c'est vert pâle, c'est trop pâle, il faut que ça soit foncé pour que ça ait de l'effet. Non, vous laissez 5 à 10 minutes. Au bout de 5 à 10 minutes, vous fermez et vous mettez de côté pour qu'il se rafraîchisse, pour que vous puissiez le séparer et l'édulcorer. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai proposé. C'est tout à fait à notre portée. Tout à fait, nous avons tous ces ingrédients. Et Et le thym ici, nous en avons toute l'année sans aucun problème. mais vous savez aussi, je pense que, et comme je vous dis, j'ai l'habitude d'utiliser la pharmacopée traditionnelle depuis bien avant cette épidémie de COVID. Ce que je dis à mes patients, vous vous occupez de vous quand vous faites vos infusions, quand vous achetez vos produits. Vous savez que vous achetez vos produits, vous savez pourquoi vous l'achetez, quel bienfait qu'il va faire pour vous, et déjà c'est assuré. C'est une autre, comme vous venez de dire, c'est une autre dimension de la vie. C'est vrai que, et là aussi, il y a une différence entre donner des soins et traiter les gens. C'est différent. Et vous savez, c'est pourquoi au départ, je disais aussi, c'est la façon dont peut-être nous avons été formatés qui font les gens. Peut-être, je ne sais pas, parce que quand même, moi, pour arriver là, c'est quand même 15 ans d'études, mais je trouve que ce serait dommage de dire que je traite et que je ne fasse pas de soins. C'est une décision personnelle, moi, que j'ai prise. Vous savez? Et qui n'a pas toujours été une décision acceptée par certains patients. Je dis que je suis malade, elle me donne une infusion. D'accord? Donc, c'est vraiment, c'est une façon. Et pour ceux qui veulent, c'est une façon de se prendre en main, de s'occuper de soi-même. Je me lève, je fais mon infusion parce que ça va être bien. La quantité de patients dit, tu te lèves, tu vas faire ton inhalation de thym. Tu m'appelles, tu me dis que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu as déjà fait ton inhalation de thym? Va préparer ton inhalation de thym. Mais vous êtes convaincue parce que c'est tout ce que
voyez, nous vivons à des, je veux dire, à des kilomètres l'une de l'autre, mais en réalité, tout ce dont vous voulez parler, moi j'ai vécu toute mon enfance avec cela. J'ai vécu dans le thym, dans les garrigues de thym. Hein. Chez nous, ça s'appelle une garrigue, l'endroit où pousse le thym. Et nous utilisons, on appelle ça les simples chez moi, dans le sud de la France. C'est beau, je trouve d'ailleurs, comme nom. Hein. Et j'ai toujours vécu comme ça, en fait. C'est la culture que j'ai depuis toujours. Dans le temps, on allait au marché tous les jours, on achetait ses légumes, on achetait ses herbes. Et ce n'est pas une régression que de vivre comme ça. Même si nous avons des moyens technologiques extraordinaires aujourd'hui qui nous permettent de partager ensemble, mais rien n'empêche, à côté de cela, notre corps, ça reste toujours un corps humain, même si nous créons des machines. Donc lui, ce corps humain a besoin d'être nourri de matière vivante. Voilà, parce qu'un ordinateur, ce n'est pas vivant, même s'il nous sert à quelque chose, pour moi, c'est une chose morte, même si elle est utile. Alors que l'être humain, avec son corps et son âme et la nature, nous sommes des êtres vivants. Et à partir du moment où nous avons autour de nous une terre qui nous donne tellement d'amour, avec tout ce qui est à notre disposition, c'est de la provocation que de ne pas l'accepter, que de ne pas l'utiliser. Et ça me fait plaisir vraiment de vous entendre parce que tout ce que vous proposez, c'est tout ce que nous pouvons prendre tous les jours, même pas pour se soigner du Covid, mais pour juste se maintenir en santé, c'est tout. Voilà. Alors, il y a Marie-Claude Julcin qui dit une des leçons que nous avons apprises en Suisse suite à la première vague de COVID-19 et le nombre de décès de personnes âgées, c'est que la solitude tue aussi. Je suis heureuse de pouvoir maintenant rendre visite à mes parents à l'EMS, qui est une maison de retraite, malgré les mesures de restriction. Effectivement, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de partager. Bon, c'est déjà très difficile parce que depuis des mois, nous ne pouvons pas nous toucher. C'est anti-humain de ne pas se toucher, de ne pas se donner de la tendresse. Donc, si en plus on enferme les gens, d'abord, il faudrait peut-être se poser la question, ceux qui veulent faire de leur vie, parce que notre vie nous appartient aussi, ça on l'a vraiment oublié, qu'une personne âgée a le droit aussi de dire. Mais d'ailleurs, si tout d'un coup ça me vient à l'idée, c'est d'autant plus complètement, quelque part antinomique en Suisse, puisqu'en Suisse nous sommes le pays où les gens peuvent faire du suicide assisté. Je ne dis pas que les gens doivent se suicider, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, d'un côté, on permet aux gens, parce qu'on sait que si une personne se sent mal, parce qu'elle est très malade et qu'elle est complètement diminuée, on a la compassion de l'accompagner si elle veut mettre fin à sa vie. Et en même temps, on enferme les personnes âgées en les empêchant de voir leur famille. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient dire, mais finalement, moi, je veux partir comme ça. Laissez-moi vivre, laissez-moi voir ma famille. Mais on n'a aucune liberté en réalité. Hein. Mais je pense d'ailleurs que ce ne serait pas nécessaire d'arriver jusque-là. Parce que, encore une fois, c'est tout un état d'esprit que nous devons mettre en place, de respect, d'amour, de liberté, qui nous permettrait de trouver toutes les solutions à cette maladie qui est une maladie parmi tant d'autres, qui pourrait être prise en charge simplement dans la paix de l'âme, en utilisant tout ce qui est nous, êtres humains, nous, en tant que population. En plus, ça déchargerait la médecine. Mais pourquoi ne pas nous laisser la liberté de nous dire, voilà, chez vous, tranquillement, vous êtes en bonne santé. Prenez ça, ça, ça et ça. On n'arrête pas de nous dire, restez chez vous, enfermez-vous, ne vous touchez pas, ne vous regardez pas, ne soyez pas ensemble, parce qu'on a peur que les hôpitaux soient surchargés. Alors qu'on nous dise, soignez-vous chez nous pour que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Vous avez ça, 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 ça qui existe. Vous avez la possibilité d'aller ramasser dans votre jardin ou d'aller à la pharmacie pour acheter. Faites-le. Non. Non. Alors, justement, il y a Jeannette de Genève qui a une question. Elle demande quelles sont actuellement les mesures prises en Haïti par l'État pour lutter contre le Covid. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Bon, je vais me tenter, mais le docteur Paul va confirmer avec moi. Au fait, les mesures qui sont prises, c'est beaucoup
l'incitation aux gestes barrières. Il y a beaucoup d'éducation pour que les gens se lavent les mains et portent le masque et tiennent compte de la distanciation. Mais ce sont des mesures qui sont obligatoires dans certains milieux, dans un certain contexte. Par exemple, dans certaines banques, on ne peut pas entrer sans masque, dans certains markets, je crois comprendre aussi dans des ministères, dans les bureaux de l'État. Cependant, il n'y a pas de mesures punitives pour les gens qui ne respectent pas ces mesures barrières ou bien qui ne mettent pas leur masque. Alors, je vais laisser le docteur Poitvin compléter pour moi et si j'ai bien dit tout ça. Ok, oui, effectivement, et il y a beaucoup le pas est pris sur deux mesures et deux parties. C'est l'hygiène, notamment l'hygiène des mains, ok, et l'hygiène en général, grosso modo, qui est considérée, les mesures d'hygiène. Et deuxièmement, la distanciation sociale et dans la mesure préventive aussi, il y a le port de masque. Le port de masque se fait uniquement dans les milieux réglementés. Ça veut dire pas toutes les banques, tous les magasins, tous les commerces, il y a deux obligations. Il faut avoir son masque et il faut se laver les mains. D'accord? Et autrement, non, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de restriction ou il n'y a aucune amende ou quoi que ce soit. Et la population vit librement. Et la plupart du temps, il n'y en a que quelques-uns qui mettent leur masque même en circulant dans les rues ou dans leur voiture, etc. Mais la grande majorité de la population, et surtout quand on sort de la capitale, Port-au-Prince, vers les provinces, les gens sont libres. Ils se côtoient, ils s'embrassent, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement. Vous voyez? Donc, il n'y a pas plus. Bon, je sais que la réflexion est faite très sérieusement par rapport au vaccin, effectivement. Mais les gens ne sont pas particulièrement inquiets par rapport à ça. Et le souci aussi, c'est que quand un vaccin doit être réfrigéré à moins 70 degrés, donc c'est sûr que dans un pays comme Haïti, qui n'a pas d'électricité, donc la chaîne de froid devient impossible. D'accord? Et puis, bon, et puis les gens, ils sont contents. C'est ça. Il n'y a que ça. Apparemment, cela vous convient, hein, puisque vu le nombre de malades et le nombre de morts, vous vous débrouillez sans le vaccin. Hein. Oui. Alors, merci. Alors, il y a Willy Masaka qui est le président de la communauté. Notre président de la communauté, la communauté en RDC. Mon bras droit en RDC. Comme Roselyne. De Martine. Et il dit, je salue toute la communauté d'Haïti, d'Europe et de Kinshasa. Merci Martine Libertino, Roselyne Benjamin pour les enseignements. En particulier, merci Martine Libertino parce qu'elle a préparé notre état d'esprit de prendre soin de nous au quotidien, de prendre la tisane. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de Covid parce que chaque membre de la communauté prend régulièrement sa tisane de plantes médicinales qui renforcent notre système immunitaire. Raison pour laquelle, malgré que le pays est touché par le Covid, la guérison est rapide. Bisous, Martine. Merci, Willy. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions des participants. Ok. Alors, Roselyne, à toi. Oh, mais j'ai sauté quelqu'un. Mais mes amis, j'ai sauté. Oui. Il y a Hervé Soso qui dit, est-ce que je dois agir comme je veux sans ma responsabilité? Allons-nous gérer librement la COVID-19 sans réfléchir ensemble? Dans nos pays, la COVID-19 est un challenge qui a rendu difficile la vie. Ne pensez-vous pas que les mesures préventives sont encore très importantes? Est-ce que nous pouvons avoir l'expérience du docteur Geneviève par écrit ou sur un document? Ici, chez nous, chaque personne peut penser faire ce qu'il veut,
mais nous avons besoin de réfléchir ensemble pour le partage d'expériences. Un proverbe africain dit, l'intelligence est un fruit qu'on ramasse dans le jardin de ton voisin. Et dans le tien également. Donc, c'est une personne qui est en RDC, je crois. Hein. Oui, le docteur Hervé Soso, qui est dans l'est du pays. Depuis Kindu, oui. La province de Maniema. Ok, province de Maniema. À l'est de la RDC. Oui. Bon. Alors évidemment que le but de l'opération, ce n'est pas de dire que nous devons, parce que nous sommes libres, nous devons faire n'importe quoi. Hein. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a compris et que je suis tout à fait pour les gestes barrières et pour se protéger. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, si c'est un membre de la communauté, il me semble que d'après le nom, il me semble que j'ai déjà vu ce nom parmi les membres de la communauté de médiateurs dans les provinces, je pense qu'il a eu entre les mains la circulaire que j'ai créée au mois de mars l'année dernière, justement pour la pandémie, et qui donnait des recettes, comment faire du savon moringa, comment, justement, où j'expliquais tous les gestes barrières que nous devons avoir. Donc, il est évident que nous devons nous protéger, parce que être libre ne veut pas dire être des kamikazes et puis ne pas prendre soin de soi. Ça veut dire ne pas s'aimer, c'est autre chose. Hein. Nous devons juste avoir un équilibre en fait dans notre vie. Et cet équilibre, nous devons l'avoir entre la peur et l'inconscience. C'est ça, c'est que d'un côté, nous avons la peur qui fait que nous n'avançons pas, et de notre côté, nous pouvons avoir l'inconscience qui fait que nous courons après le danger en nous faisant plaisir sans prendre soin de nous. Et nous, notre travail, c'est justement d'être en harmonie avec tout ça. C'est la voie du milieu, en fait. Hein. C'est d'être entre ces deux extrêmes pour savoir librement choisir ce que nous devons faire pour nous protéger et ce que nous ne devons pas faire par peur, parce que nous avons peur que nous ne devons pas, justement, ne devons pas tomber dans cette espèce de fragilité, parce que la peur nous rend fragiles, hein, de fragilité qui nous conduit à ne plus vivre en réalité et à nous faire du mal. Donc, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il est très important chez nous d'avoir ces gestes barrières, parce que nous vivons dans un environnement, par exemple, que ce soit dans les bus, dans les transports publics, il y a beaucoup de gens qui sont très proches les uns des autres, donc c'est important de se protéger. Mais par contre, se balader dans la nature parce qu'on a peur, être en pleine campagne avec un masque, c'est ridicule. Voilà, c'est là où il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça que c'est tellement important de réagir librement, de penser librement. Si on nous dit mettez des masques partout parce que vous devez vous protéger, on ne peut pas non plus exiger que le gouvernement nous fasse toute la liste des endroits où on doit mettre des masques et la liste des endroits où on n'a pas besoin d'en mettre. Nous sommes raisonnables, nous sommes des êtres responsables. Nous savons très bien que si on se balade sur une plage ou si on est dans un bois ou dans des vignes, où on va attraper le Covid. Il y a le Covid de qui? De la vigne. Hein, donc, on sait très bien qu'on ne va pas l'attraper. Par contre, nous savons aussi que si nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de gens qui marchent dans une rue et que nous nous côtoyons d'une manière très proche ou dans un magasin, eh bien, nous allons nous protéger. C'est-à-dire que nous devons faire au cas par cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque fois que je sors, que je vais dans un magasin, que je rencontre des gens, je rentre chez moi, je me lave les mains. Ça, c'est clair que c'est une habitude que nous devons prendre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir, c'est que nous avons constaté chez nous que toutes les années, lorsqu'on sortait, lorsque nous allions dans les transports publics, nous passions notre temps à voir des gens en train de se moucher, avec le nez rouge, en train d'avoir la grippe, avec des écharpes jusque sous les yeux parce qu'ils étaient malades dans les transports publics. Mais depuis le début de l'automne, je n'ai pas vu une seule personne malade ni éternuer. C'est qu'en fait, nous avons constaté que personne n'a eu la grippe cette année, alors que le gouvernement voulait que tous les gens se fassent vacciner pour la grippe, pour éviter que les hôpitaux soient surchargés, pour laisser la place aux gens qui avaient le Covid. Et je veux dire, il y a des aberrations quand même. Et en réalité, il n'y a pas besoin de vaccin contre la grippe, puisque du moment que nous nous protégeons, cette année, nous avons constaté qu'il n'y a pas de gens qui ont la grippe, il n'y a pas de gens qui ont des grippes intestinales, grâce au port du masque et grâce au fait que nous nous lavons les mains.
Je veux dire, mais tout ça, ce sont des expériences que nous, en tant qu'habitants de la planète, en tant qu'êtres humains, nous pouvons faire et nous pouvons nous faire une opinion là-dessus et penser librement, tout en prenant soin de nous et tout en prenant soin des autres. C'est juste une question de bon sens, en fait. Hein. OK, alors il y avait une autre question de Vladimir Julien. Il dit enfin, l'Organisation mondiale de la santé parle du nouveau coronavirus. Est-ce qu'il y en avait un ancien? Ben, je pense que le docteur Poitevin a répondu tout à l'heure. Ben, je vous laisse la parole peut-être pour répondre. Bon, il y a des variations, ce qui est normal. D'accord? Ça veut dire que les microbes, quand ils arrivent dans des environnements, ils changent de configuration en fonction du terrain, en fonction de la température, en fonction de l'environnement, en fonction. Donc, il y a eu un virus qui est sorti de la Chine et qui arrive dans d'autres événements qui sont en train de muter. D'accord? Donc, il y a des mutations. Donc, c'est le même coronavirus, mais sur une variation différente. Par exemple, sa couche externe a des spécificités que la couche intérieure n'avait pas. Et par contre, ce qu'on semble voir, les variations peut-être se répandent d'individu à individu beaucoup plus systématiquement et de façon beaucoup plus sévère, mais que les aspects cliniques qui entraînent la mort sont moindres. Donc, ça veut dire que ce sont des grippes banales qui, effectivement, les gens s'infectent. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens infectés, mais en termes de maladies graves ou de maladies même modérées, il y en a moins. Mais en fait, Et aussi, il faut que nous acceptons aussi. Moi, ce qui m'effraie dans tout ça, et comme on parle de liberté d'agir, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui est simple est mis de côté. Ce qu'on a su dès le départ, et ce que nous devons avoir le courage de dire, c'est qu'au début, on s'est trompé de prise en charge. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus? On s'est trompé de prise en charge, ça veut dire que la façon dont on a traité les gens, c'était pas comme ça qu'il fallait les traiter. Il faut qu'on assume. Effectivement, c'était une maladie nouvelle qui se présentait de façon nouvelle, avec un délai de quelquefois de morbidité qui était très court, donc il fallait aller très vite. OK? Et la façon dont on a traité les gens, c'était pas ça. C'était pas ce qu'on devait faire. En fait, c'était plus simple que ce qu'on pensait. C'était plus simple que ce que l'on pensait. Et une fois que on s'est rendu compte de ça, et en particulier, je pense que ce sont les Italiens aussi qui se sont rendus compte très vite de ça et qui avaient d'autres paramètres à prendre en compte, donc qui ont permis de modifier l'approche en termes de prise en charge. On a vu que les taux de mortalité ont drastiquement baissé. D'accord? Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et nous, comme on dit, quand on regarde ce que nous proposons avec, ce sont ces produits-là pour toute grippe que les Haïtiens prennent le plus souvent. C'est comme je vous dis, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces produits-là qu'on a décidé de les mettre en charge, ce sont des produits que nous utilisons depuis longtemps. Donc, ça veut dire que si dès le début de la pandémie, effectivement, les gens ont commencé à prendre ces médicaments-là qui avaient ces effets-là, déjà, donc, ça a permis de guérir les gens beaucoup plus facilement et de ne pas arriver à toute cette surenchère de mort, ce qui est dommage, regrettable et tout ce que l'on veut. La deuxième chose que je trouve regrettable, vous allez me permettre de faire cette petite intervention, c'est le rôle du médecin pourvoyeur de soins. Je pense que les médecins en Europe doivent se sentir mal.
les gens qui se sont tellement dévoués à l'hôpital doivent se sentir mal. Parce que les patients n'ont pas vu leur médecin le plus souvent, parce qu'il était interdit de les voir. Et les médecins de famille aussi. C'est le plus grand mal qu'on puisse faire à quelqu'un qui est dans les soins. Hein? Et on a dit, les gens se sont retournés, on dit l'inefficacité. Je suppose que tous les médecins qui ont perdu leur vie et qui ont travaillé jour et nuit, les médecins, les infirmières, le personnel de santé, ils doivent se sentir mal parce qu'en fait, on a mis le système de santé en inadéquation. Ce n'était pas leur faute. Ils ont reçu beaucoup trop, ils ont mal reçu et il fallait qu'ils prennent en charge alors qu'ils n'étaient pas, on ne leur avait pas donné les moyens antérieurement de s'occuper de ce volume de personnes parce que la chaîne de soins a été cassée. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé un petit peu de responsabilité, qui a parlé, est-ce que nous aurons la possibilité d'être responsables nous-mêmes? Est-ce qu'on ne sera pas responsable pour nous? C'est comme ça que j'ai compris un tout petit peu ça. Et ça aussi, il faut faire face à ça, il faut faire une réflexion à ça, et chacun individuellement doit décider pour lui-même où est sa responsabilité dans la chaîne. Mais nous sentons, je pense que les médecins ont dû se sentir, et le personnel hospitalier a dû se sentir très mal avec cette pandémie. Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Mais je crois qu'aujourd'hui, finalement, nous devons tous être solidaires les uns envers les autres, que ce soit le personnel médical comme la population. Nous avons notre rôle à jouer aussi, parce que les médecins ne sont pas là pour nous prendre en charge parce que nous sommes dépendants d'eux. Ils sont là pour faire leur métier, leur pratique, leur vocation, comme nous sommes là pour faire notre métier d'être humain. Et c'est ça notre pratique. Notre pratique, c'est de nous soigner, de prendre soin de notre vie, de manger correctement, de renforcer justement ce système immunitaire. En plus, on a la chance actuellement, il y a quelques années en arrière, on ne parlait pas du système immunitaire. Maintenant, c'est devenu à la mode d'en parler. Mais tant mieux, parce que ça montre à l'être humain que depuis trop longtemps, il se nourrit mal. Il est obligé d'aller au supermarché pour acheter ses légumes qui viennent de Dieu sait où, remplis d'OGM. Tout ça, en fait, c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Au moins que cette expérience nous serve à quelque chose. C'est de se rendre compte que nous ne pouvons pas passer à travers la vie. Nous devons accompagner la vie, parce que la vie est bonne pour nous et nous avons tout à notre disposition. Et d'ailleurs, c'est tellement plus agréable d'aller faire son marché que d'aller dans un supermarché. Donc, il faut simplement prendre de nouvelles habitudes qui vont justement aider les médecins, parce que notre travail, c'est d'être partenaire, c'est pas d'être dépendants les uns des autres. Et on nous met dans une situation ici, en Occident, justement de dépendance. Et c'est important, c'est un message que je veux donner à la population ici, c'est que encore une fois, je ne dis pas qu'il faut descendre dans la rue pour faire la révolution, parce que c'est absolument pas ce que je prône, et ça, c'est l'antithèse de ma philosophie. C'est pas possible de faire ça. Mais on n'a pas besoin de faire une révolution. On sait très bien aujourd'hui comment nous devons gouverner notre pays nous-mêmes. Hein. Quand on voit voilà, qu'une entreprise exagère, je veux dire, on a su, par exemple, si on prend l'exemple de Monsanto, tout le monde connaît maintenant. Il y a quelques années en arrière, on ne savait même pas ce que c'était Monsanto. Aujourd'hui, tout le monde, comme un des mortels, sait qui c'est. Ouais. Et on a vu comment les gens pouvaient dire à un moment donné non, parce qu'on veut vivre comme ça et on ne veut plus acheter ce produit. Donc, on sait très bien comment gouverner nos pays aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire de la politique pour gouverner. Hein. On a simplement besoin de faire ce qu'il faut, d'aller acheter là où c'est juste, d'aller voir les médecins qui sont justes, tout simplement. Voilà. Et à un moment donné, on n'a pas besoin de parler, de se fâcher, de faire la révolution. Il suffit simplement d'agir pour qu'on donne à nos gouvernements le message qui vient directement de notre cœur en leur disant « nous voulons vivre comme ça et nous allons le faire ». Si nous prenons soin de nous, si vous voulez avoir des électeurs, faites la même chose que nous. Voilà, demandez-nous comment nous voulons vivre. Seulement, c'est vrai que pour se fonctionner ainsi et pour que ça marche, il faut que nous ayons cette liberté de penser
Et il faut que nous ayons aussi cette responsabilité vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Il faut que nous sortions de l'égoïsme, de l'indifférence, de la lâcheté. Parce que la liberté de penser, elle ne peut pas aller sans ça. La liberté de penser avec la lâcheté, ça ne marche pas. Avec l'égoïsme, ça ne marche pas. Donc, elle doit aller avec la solidarité, avec l'amour, avec le courage, non pas de dire ce que l'on veut et de l'imposer, de le demander, simplement de le faire, d'agir. Voilà. Et tranquillement, dans l'amour, dans la patience, sans colère, dans la détermination. Voilà. Comme je dis toujours, c'est important d'être un bon bulldozer, voilà, qui avance lentement mais sûrement, sans écraser les autres, mais simplement décider d'un but et ne jamais s'arrêter parce que c'est juste pour nous et ça nous permet de donner l'exemple aux autres. Et c'est ça qui va sortir les gens de la peur. Parce que l'être humain, finalement, a besoin d'être actif, il a besoin qu'on lui donne des responsabilités, il a besoin de prendre sa vie en main. Je pense qu'une personne, même le fait d'aller acheter ses tisanes, d'aller acheter ses compléments alimentaires, ben elle sait qu'elle va prendre soin de sa santé. Déjà, ne serait-ce que ça va lui faire du bien. De savoir qu'elle-même, elle peut faire quelque chose pour sa vie. Et après, ben, si nécessaire, le médecin peut prendre le relais. Voilà. C'est comme ça pour moi qu'on va faire le fameux apocalypse de notre auditeur, mais un apocalypse pour la vie et pour le plaisir, en fait. Hein. Merci beaucoup, Martine. Bon, il est 3 heures, nous devons malheureusement arrêter, mais il y a 2 questions, 2 commentaires que Mélodie va lire, et puis on va conclure tout à l'heure. Vas-y, Martine. Alors, il y a un commentaire du docteur Marabichi Jasmin qui dit « Je suis le docteur Marabichi Jasmin, neuropsychiatre et pasteur en Haïti. Je voudrais ajouter qu'il faut souligner aussi d'autres facteurs protecteurs de la population haïtienne. 1. La souveraineté de Dieu, sa grâce. 2. Son héritage phylogénétique. 3. Le climat chaud. 4. Le fait qu'en Haïti, on ne reste pas chez soi, nous sommes très actifs. 5. La médecine traditionnelle. Et il y a aussi Hervé Soso qui dit vraiment merci beaucoup Martine, je suis enrichie quand je suis médecin et je sensibilise mes patients sur la prévention et je suis en train d'enseigner un groupe des jeunes sur les valeurs fondamentales. Merci beaucoup et je profite de remercier Maître Willy Massaka, notre grand mentor, sans oublier Dorcas, Elvis et Paulin pour leur encadrement à l'est de la RDC. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, je veux, excusez-moi, je remercie du fond du cœur Martine et le docteur Poitvin vraiment pour cette conférence-là, je pense, qui pour moi est un baume et pour permettre à tout le monde de trouver la paix, la sérénité au-delà des difficultés que nous pouvons vivre. Donc, je veux vous dire que la prochaine conférence aura lieu le jeudi 8 avril. Donc, on va vous tenir au courant. Nous allons vous envoyer. On n'a pas encore fixé le thème, mais on vous fera savoir. Et Martine, je te laisse le mot de la fin pour nous dire aussi où on peut te trouver, si les auditeurs, les participants veulent avoir des informations sur ce que tu fais. Donc, bien sûr, je te laisse le mot de la fin. Merci Roselyne. Eh bien, les auditeurs peuvent aller sur le site. Sur le site, il y a 2 adresses, c'est-à-dire mon adresse personnelle professionnelle, qui est tout simplement www.martinelibertino en un mot.ch. Et autrement, dans ce site, il y a aussi toute l'association du Champ Libertino. Là, il faut quand même que je regarde parce que je ne suis pas jamais sûre de ce nom. Donc, c'est www.associationduchamp, c'est écrit en un mot, attaché, c'est-à-dire association, ensuite DUCHAMPS, Libertino, LIBERTINO.org. Et mes ouvrages se trouvent aussi dans ce site, ouvrages aux éditions Duchamp. Merci beaucoup. Donc, réellement, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Pour moi, ce jeudi, ce 2e jeudi du mois, chaque 2 mois, est un moment très précieux. Et merci, Martine, d'avoir lancé
cette initiative et je suis sûre que nous aurons encore de très bons moments à passer ensemble. Donc, merci beaucoup, Dr. Poitvin. Merci, Mélodie, pour la gestion des questions et à la prochaine.